Bonjour, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévesque qui vous retrouve pour une toute première fois. Salut Yannick. Comme animateur. Comme animateur, tu étais déjà dû faire comme un tour. invité, Oui, l'année passée, je pense. Oui, une ou deux fois. Là, vous étiez supposé jaser à peu près 12 minutes, toi et Martin. On avait défoncé. Écoute, ça n'aurait pas de bon sens. Jusqu'à 1h30, je pense. Ceux qui sont habitués avec Martin, là, je pense que Yannick est capable d'en donner aussi. On va avoir du fun aujourd'hui. Moi, j'adore ça, d'avoir d'abord du temps pour discuter, parler de hockey, parler du Canadien. Puis Luc, ensemble, ça va être intéressant aujourd'hui parce qu'évidemment, on commence à mettre la table pour le prochain match du Canadien qui aura lieu jeudi soir au Centre Bell contre les Sharks de San Jose. Donc, la formule habituelle sera respectée au cours de l'émission. Donc, les commentaires, les gens, parce qu'on est déjà sur Facebook Live, via le RDS.ca également. En plein ça. On a un menu chargé. Gaston Terrien sera avec nous dans quelques instants à peine. On va également aller rejoindre notre collaborateur à TSN, Pierre Lebrun, qui sera là un peu plus tard. Et mon collègue et co-animateur à Hors-jeu 2.0, André Roy, parce que ce soir, c'est drôle, parce qu'on devait en parler, parce que c'est la première là, de la nouvelle saison. Donc, je vais faire une entrevue avec André. Ça va être spécial. mais ça va être la fun. Tu donnes un rendez-vous ce soir, c'est quelle heure pour Hors-jeu 2.0? 19h sur RDS. C'est le début de la 6e saison ce soir. Et, donc, on va en parler un peu plus tard. Ça va vite quand même, déjà 6 ans. On va, en toute fin d'émission, je vais quand même vous parler aussi de ce qu'il y a sur le menu pour la soirée. Hey, c'est une grosse journée dans le monde du sport. Le Canadien ne joue pas, là, mais c'est une soirée assez complète et assez chargée dans la Ligue nationale de hockey. Il y a début de série mondiale au baseball également ce soir. On va parler également de basketball. La NBA, c'est le début de la saison dans la NBA. Les Raptors sont en action ce soir. Et il y a un match également sur RDS entre les deux équipes de Los Angeles, rivalité Clippers-Lakers. LeBron James face à Kawhi Leonard. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. On va parler évidemment de hockey énormément au cours de la prochaine heure. Et dès le départ, les gens peuvent déjà nous envoyer des questions, des sujets. Oui, tu sais quoi? Le sujet, aujourd'hui, on s'est inspiré de ce qui a été diffusé à l'antichambre hier. Vous avez fait un peu un mini bilan après 9 matchs et qui est le joueur le plus utile du Canadien jusqu'à présent. Fait que c'est la question qu'on pose aux gens. C'est quoi votre choix? Déjà, là, on a déjà des réponses. Richard qui dit « J'aime bien Jonathan Drouin depuis le début de la saison. C'est différent du joueur de l'année passée. » Donc, tout au long de l'émission, tu vois, j'apprécie mon Weber. Je pense que c'est le gars qui fait du barbecue là, présentement. On a faim, justement, il est midi. Il dit Price. Donc, allez-y de vos commentaires. Puis avec Pierre Lebrun aussi, on va parler des déceptions, surprises dans la Ligue nationale. Fait que si vous avez honnêtement, là, des surprises, exemple, les Sabres de Buffalo qui ont 7 victoires, une défaite, ben, c'est une surprise. Mais pourquoi ça vous surprend? Ben, réagissez tout au long de l'émission. On va prendre vos commentaires. Exactement. Dès le départ, on va aller retrouver notre ami collaborateur analyste hockey ici à RDS, Gaston Terrien, qui est là au bout du fil, qui assiste à l'entraînement du Canadien qui se déroule actuellement du côté du complexe Bell à Brossard. Salut Gaston! Salut Yann! La dernière fois qu'on s'est parlé aux radios, je pense que c'est CGSO à Sorel-Tracy. Ça fait quelques saisons. Ouais, écoute, ça fait plus de 15 ans. Non, bon, on s'est parlé au 98.5 à quelques reprises. Oui, c'est vrai. Mais ensemble, là, où on a fait des choses où on a bien ri, c'est avec CGSO qu'on avait fait. Ben, on a fait aussi beaucoup de matchs, beaucoup de descriptions de matchs Midget 3A également au fil des ans. Tu sais, les gens pensent qu'on se connaît pas tant que ça, mais dans le fond, Gaston et moi, c'est une longue histoire. Non, mais écoute, on s'est connus à l'époque où Gaston, tu revenais d'Europe. Tu étais joueur, entraîneur en Europe, et à ce moment-là, il y a quelqu'un dans le coin de Sorel-Tracy, Claude Saint-Germain, pas le nommé, qui malheureusement aujourd'hui est décédé. Tu as fait confiance, tu as donné ton premier job d'entraîneur-chef dans la Ligue Midget 3, puis nous, c'est là qu'on s'est connus parce que j'étais avec l'équipe à ce moment-là. Oui, puis c'était des saisons que je vais me rappeler, même si c'était simplement du Midget 3 toute ma vie. C'était un tremplin pour moi de la carrière que j'ai fait comme entraîneur. Puis après ça, à CGSO, M. Saint-Germain partant l'entreprise qu'il y avait, puis toi, tu étais là-dedans. Fait qu'on a fait un peu de radio. C'était bien le fun. On s'est beaucoup amusé. C'est des beaux souvenirs. Puis là, on travaille ensemble depuis quelques années ici à RDS. Gaston, la séance d'entraînement qui a débuté en fin d'avant-midi aujourd'hui du côté de Brossard. Hier, c'était congé. Là, le Canadien se prépare pour le match de jeudi contre les Sharks au Centre Bell. À quoi ça ressemblait là, ce matin? Et je sais que ça se déroule encore actuellement, mais comment ça se passe là? Premièrement, il n'y a pas beaucoup de changements, c'est les trios. Tatar est avec Domi Gallagher. Du côté de Kotkaniemi, toujours Drouin à gauche. Et là, c'est Cousin à droite. Ça, point d'interrogation, je comprends pas trop. Quatrième trio, Paul Byron à gauche, Thompson comme joueur de centre. Et à droite, c'est Will. Et là, je vais vous donner que Suzuki est avec
Lekonen à gauche et Domi au centre. Moi, j'aurais vraiment apprécié, là, à un moment donné, là, Drouin, il faut lui donner des joueurs d'impact, c'est-à-dire des joueurs capables d'amener de l'offensive. Et là, je ne critique pas Kotkaniemi et puis Cousin. Mais je pense que Domi et Suzuki sont des joueurs beaucoup plus aptes à le faire produire. Et moi, j'aime son début de saison. Là, ça fait le match. Là, il est encore à genoux dans le coin, puis on le punit. C'est quoi le problème? Moi, j'aime pas cette situation-là. On devrait pas le punir. On devrait pas le punir, Gaston, parce qu'il y a quand même un bon début de saison, là. Bien, j'étais d'accord qu'en début de saison, il n'avait pas eu un bon camp. Il ne méritait pas d'être dans les 2 premiers trios. Mais le gars s'est retroussé les manches, a mis ses bottes de travail, puis il s'est levé de bout quand on l'interviewe dans le vestiaire. Il a fait des sacrifices. Je me dis là, il faudrait peut-être lui donner un bonbon. Là, tu lui donnes le bonbon un petit peu, mais tu enlèves. Puis je veux juste, en terminant sur les trios, là, je vais vous donner du haut de défenseur. C'est toujours les mêmes défenseurs. Là. Du côté de Fleury, il est avec Chariot là, comme 3e duo de défenseur. Et ça, je trouve ça assez fantastique. Pourquoi? Parce que Chariot, comme vétéran, on a vu qu'en début de saison, c'était pas le plus rapide. Là. C'est pas Speedy Gonzalez à la glace. Fait que là, on le met avec un jeune. Va être moins exposé, c'est parfait. C'est Kulak qui est avec Petrie et puis du côté de Mété, toujours avec Weber. Gaston, honnêtement, on parlait de Fallon hier, qui était 7e, puis c'était correct sa position. Mais Mike Riley, ça fait quand même un bout de temps qu'il n'a pas joué. Là. À un moment donné, est-ce qu'il va y avoir du mouvement personnel pour justement éliminer un défenseur de l'équation puis qu'il y en ait 7 éventuellement? Oui, Mike Bobby Riley, là, oui. C'est un gars qui est fluide sur la glace. C'est un gars qui est capable de faire des choses offensivement. Mais il n'est pas capable, j'imagine, dans la tête de Claude Julien, d'être constant tout un match. Et dans son rôle à lui, il est arrivé au camp d'entraînement puis il a dit « Bon, ben je me suis entraîné à droite parce qu'il va peut-être avoir de la place à droite. » Écoute-moi bien, là, mon petit lapin d'amour. Là. À gauche, il y a de la place en masse du côté des défenseurs du Canadien. C'est là qu'il faut que tu prennes ta place. Parce qu'à droite, avec Petrie Weber, là, je pense pas qu'il va être capable de les déloger. Puis là, on avait des jeunes. On pensait que Jolson était pour être de la formation du Canadien. Il a été blessé. Là, il va recommencer avec le Rocket. Il y a Fleury, il y a Brook. Faut faire attention. Et moi, je pense pas que Riley peut percer le top 6 défenseurs du Canadien pour le moment. Est-ce que... je vais te poser la question. Je me doute un peu de la réponse, là. On le sait que du côté du Canadien, on doit essayer de s'améliorer défensivement si on est capable de le faire. Penses-tu que ça passe par une transaction? Parce que là, on arrive, Gaston, au moment critique un peu, que là, on a besoin un peu de stabilité. Tu sais, après 10 matchs, souvent dans la Ligue nationale, c'est des blocs de 10 matchs. Hein? Je me trompe pas, on fait une évaluation, 10 matchs. Puis là, bon, on peut faire du calcul un peu, puis extrapoler en prévision des séries. Donc là, tu as un premier bloc de 10 matchs qui se termine là, bientôt, là, cette semaine. Demain. Bon, ben ce qui est potent là, un peu là, d'avoir de la stabilité et là, vraiment identifier où on doit s'améliorer et qu'est-ce qu'on doit faire pour s'améliorer. Bon, toi, t'es un peu comme Martin Lemay, tu poses plein de questions, tu veux plein de réponses. On va t'en donner des réponses. Vas-y, commence une à la fois. Premièrement, oui, on essaie de faire des blocs de 10 matchs. Oui, j'aimerais ça stabiliser, mais stabiliser 3 trios. Le trio de Dano, ben, il est stable. Il y a pas, depuis l'an passé, Dano est avec Tatar et Gallagher. Quand je regarde Domi, moi, je stabiliserais Domi. Je trouve que Domi, là, on dirait qu'il ne digère pas. On dirait qu'il a mangé de l'ail et il ne digère pas. C'est pas le Domi de l'an passé. Donc, je reviendrai avec Drouin, même si Claude a dit qu'ils n'ont pas beaucoup d'affinité. Drouin n'avait pas beaucoup d'affinité que personne au camp parce qu'il ne faisait pas un bon camp. Puis Suzuki, pour moi, c'est un jeune. C'est un marqueur. Il a pris confiance. Il a marqué ses 2 premiers buts. Je serais stable dans ces 2 trios-là. Et mon 3e trio, ben, je dirais à Kotkaniemi, qui a 19 ans, je dirais, tu vas jouer avec Patine, ne marque pas souvent l'économe. Puis avec Armia, quand il va être rétabli là, Armia n'était pas de l'entraînement, encore blessé, mais on dit qu'il pourrait revenir au jeu bientôt. Est-ce que c'est demain, jeudi? On va voir. Mais Armia va retrouver une place dans la formation de Claude Julien. Et là, je dirais, quand vous vous engueulez, parlez-vous en finlandais, on ne veut pas comprendre. Dites-vous ce que vous voulez, ça ne nous intéresse même pas. Mais là, Gaston, vas-y. Non, mais j'ai une sous-question pour toi. Là. Oui. Tu favorises beaucoup Suzuki au profit de Kotkaniemi. Mais tu sais, il y a un an, on avait un discours complètement différent avec Kéké. Non, Yannick, je ne le favorise pas. C'est que dans le cas de Kotkaniemi, il y a 19 ans, est-ce qu'il peut être un meilleur joueur de centre aujourd'hui là, que Domi? La réponse est non. Non, ça, que Dano, c'est sûr. La réponse est non. Suzuki, il y a une place à droite. Gallagher, oublie-les, il joue avec Dano. Mais à droite, après, Yannick, là, tu as
Wheel, un des préférés de Claude Julien. Tu as Paul Barron qui pourrait jouer là, mais qui n'a pas un but en 9 matchs, 2 mentions d'assistance, pas un gros début de saison. Puis tu as Cousin, tu as des joueurs de soutien. Il y a une place à droite. Donc, moi, je favorise Suzuki là, simplement pour cette raison-là. J'ai l'impression que Kotkaniemi va progresser et un jour, peut-être, il sera devant Dano et Dano sera le joueur de 3e centre. Je ne sais pas. Si je suis ta logique, Gaston, ça veut dire que dans ton évaluation, après 10 matchs, puis je sais qu'on va peut-être s'en donner 15 là, dans son cas, mais Suzuki va rester à Montréal. Suzuki, là, ça me fait penser, là, c'est du béton. Là, il y a eux autres qui étaient dans le béton, là. Suzuki, Fleury, puis même, on avait dit que Kotkaniemi peut-être à Laval parce qu'il avait 19 ans, mais là, le béton durcit. Là, il est durci. Pour moi, là, ils ont passé le test et demain, ils vont jouer les deux. C'est le 10e match demain. Pour moi, ils ont passé le test, à moins que là, ils cassent complètement. Mais je sens Suzuki un petit peu plus à l'aise, marquer 2 buts. Fleury n'a pas joué beaucoup, mais j'aime son attitude sur la glace. Prend des risques offensifs. Puis lui, là, il a quoi à risquer de jouer derrière Petrie et Weber? 2 gars qui vont prendre à peu près 48 minutes de temps de glace pendant un match. Ouais. Donc, lui, il va progresser lentement, mais sûrement. Donc, pour moi, l'an prochain, tu commences la saison, tu dis Suzuki, il y en a une derrière la cravate, Kotkaniemi en a 2, Fleury en a une. Tu commences déjà à dire que ces gars-là prennent un petit peu de maturité, qui serait très bien pour le Canadien. Mais à l'inverse, je vais te relancer, permets-moi, je te challenge un peu, Gaston. Là, mais à l'inverse. Habitué de le faire comme des on le fait souvent ensemble. Mais dans le cas de Fleury, OK, je te parlerai pas de Suzuki, mais dans le cas de Fleury, tu sais, souvent on entend, ça serait pas mieux que le gars retourne en bas une saison, puis qui devienne un des défenseurs dominants avec l'équipe de Joël Bouchard, puis qui va progresser comme ça. Tu sais, souvent on entend dire, t'es mieux de jouer plus en bas pendant une saison quand t'es jeune pour arriver en haut puis avoir un peu plus d'expérience ou de temps de jeu. Ce qu'il n'y aura pas à Montréal, visiblement, parce que là, il va se retrouver 3e derrière Weber et Petrie. Oui, mais je comprends, mais Yannick, ce que tu dis, c'est entièrement vrai. C'est rare que je vais dire ça, là. Vous avez raison, mais là, tu l'as raison. C'est vrai. Mais il reste que, du côté de Fleury, il a fait une saison que Joël Bouchard l'an passé dans la Ligue américaine et il s'est amélioré. Il a progressé. Il n'a pas terminé, mais il a progressé. L'autre chose, 12 minutes de temps de glace en Ligue nationale à défense. Je pense que moi, je fais ça dans ma carrière. Fait que lui, s'il le fait dans tous les matchs, il va en faire des minutes. Si tu regardes Fleury et que tu le positionnes dans un endroit où il n'y a pas de pression, pas obligé de jouer sur l'avantage numérique, mais il peut y aller de temps en temps, pas obligé de jouer en désavantage numérique, mais peut y aller de temps en temps, toute la pression est sur Petrie et Weber. C'est rare qu'une formation peut dire à un jeune, regarde, relax mon lapin, là, même si tu en jouerais une pourrite, Petrie et Weber vont être capables de compenser un petit peu. On va te donner un peu moins de temps de glace, peut-être 10 matchs dans l'année. Nous autres, on veut dans 12-13 minutes, tu vas progresser lentement. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Oh, oui. Je pense que Fleury pourrait être heureux là-dedans. Donc, Fleury et Suzuki, selon toi, ils vont rester à Montréal. Et Kotkaniemi, parce que Yannick, n'oublie pas que à la fin du camp, on en parlait. On disait peut-être que Kotkaniemi, en métro à Laval, il aimerait ça. On disait ça après le camp. Oui, c'est vrai. On a dit bien des affaires après le camp, ou pendant le camp, Gaston. Non, mais vous avez dit bien des affaires. Moi, je vous corrigeais. C'est vrai, c'est ça. Mais là, comment on va gérer le temps de jeu là, de Suzuki, Kotkaniemi? Parce que ça aussi, faut voir, faut avoir une vision un peu plus à long terme du côté de Claude Julien et de son personnel d'entraîneur. C'est beau les garder, là, mais il faut qu'ils jouent, mais en même temps, ils sont dans un processus d'apprentissage et d'acquisition d'expérience. Comment qu'on gère ça match après match au quotidien pour les entraîneurs? Bien, premièrement, j'ai l'impression que dans le moment, là, depuis le début de la saison, c'est plus difficile de gérer le temps de glace à Kotkaniemi qu'à Suzuki. Ouais, exact. Pourquoi? Parce que Suzuki, c'est un joueur à caractère offensif. Donc, quand tu en as besoin pour un but, tu peux le positionner sur la glace. Étant donné que Gallagher est peut-être l'autre ailier droit le plus stable du Canadien, quand il y a un avantage numérique, on le voit, il est souvent là. En désavantage numérique, Claude lui fait confiance. Et tu te dis, à un moment donné, ce jeune-là, il va m'obliger à le positionner sur la glace. Il joue toujours entre 14 et 15 minutes. Dans le cas de Kotkaniemi, a joué moins en début de saison sur l'avantage numérique, là, recommence à jouer. Ne joue pas en désavantage numérique. Ses mises en jeu, on dirait que les poignets, ils cassent sa mise en jeu. Fait que Claude a mieux mettre Dano ou Thompson. Ça y enlève un peu de temps de glace. Faut que Claude, puis c'est un gars d'expérience, c'est un gars intelligent, s'arrange pour dire à la fin du match, que Kotkaniemi a eu 13-14 minutes de temps de glace et quelques minutes de temps de glace de qualité. Quand il répond à la question oui, il va progresser.
Et Kotkaniemi, pour moi, l'an prochain, va être un joueur qui devrait, s'il progresse bien, jouer comme joueur de deuxième centre à Montréal. Je prends le commentaire de GF sur la page On Jase, puis il dit est-ce que c'est moi ou Julien ne fait pas progresser Kotkaniemi puis il l'aide pas? Donc, ce que tu expliques depuis tantôt, c'est justement un processus à moyen long terme dans son cas. Là. C'est bien ça? C'est ça qu'on comprend? C'est pour ça que je disais qu'en début de saison, il faut laisser 10-15 matchs à l'entraîneur, aux joueurs, de voir où ils vont se positionner. L'entraîneur, lui, Claude Julien, il dit aux joueurs, écoutez-moi bien mes petits lapins d'amour, là, obligez-moi de vous mettre à de glace. Puis quand tu regardes le camp d'entraînement, on aurait dit que le Canadien a été condamné à jouer 3 contre 5 toute la saison. Il n'y a pas un qui voulait jouer. C'était juste les recrues qu'on voyait, on ne voyait pas les vétérans. Là, la saison commence, Drouin joue de mieux en mieux. Kotkaniemi, c'est pas à 100%, mais il progresse très bien. Dano, Tatar, Gallagher, ça n'a pas grand-chose à leur dire. Tatar peut s'impliquer un peu plus. Mais il reste qu'il y a des joueurs qui se sont levés et qui ont donné à Claude le sentiment de dire, bon, ben là, mon équipe ressemble à l'équipe que j'avais l'an passé. C'est pas à 100%. Mais les 10 premiers matchs, 10-15 premiers matchs, là, il y a une étude à faire. Les Canadiens, le problème qu'ils ont, c'est s'ils font trop souvent aux études, ils vont couler l'examen final parce qu'ils vont être trop loin derrière. Ils sont condamnés à aller chercher des points importants. Gaston, tu as dirigé au hockey, tu es près du Canadien. Comment ça se passe quand on va faire l'évaluation après 10 ou 15 matchs, peu importe, là. Comment ça se passe dans le bureau? La décision finale, est-ce qu'elle revient à l'entraîneur, Claude Julien, ou au directeur général, Marc Bergevin, concernant soit le renvoi des joueurs ou qu'on n'est pas content du temps d'utilisation? Parce que, bon, c'est l'entraîneur qui décide du temps d'utilisation, mais le directeur général a quand même son mot à dire. Mais la décision finale, est-ce qu'elle revient à l'entraîneur ou au directeur gérant? Bien, je te dirais que dans les bureaux, elle revient au directeur gérant. Parce qu'à un moment donné, le directeur gérant va dire « Ouais, j'aimerais ça que tu fasses jouer Thompson. » J'ai donné un contrat, puis j'ai fait une grosse transaction. Et là, c'est un exemple que je donne. Ça ne veut pas dire que c'est véridique. Non, ben c'est bon. Là, Claude Julien dit « Ouais, mais il n'est pas bon, je l'aime pas. Fallait jouer. Je parais mal là-dedans. » Donc, il le fait jouer. En contrepartie, Claude Julien va dire à Bergevin « Ouais, toi, tu m'as demandé de faire jouer Thompson, hein? Ben moi, je veux faire jouer mon petit lapin d'amour à Will. Arrange-toi avec tes troubles, ça ne me regarde pas. » Quand le match commence, est-ce que Bergevin est à côté de Claude Julien? Non. Non. Donc, Claude Julien, il dit, bon, lui, il m'a demandé de faire jouer Thompson, mais il m'a pas dit le temps. OK, Thompson, vas-y 9 secondes, deviens-en ouvert, je vais plus te voir là après. Le coach a le plein pouvoir pendant le match. C'est avant le match que c'est compliqué, et surtout après, quand vous perdez, puis là, il dit, ouais, mais pourquoi tu n'as pas fait jouer Thompson? Je t'ai dit de le faire jouer. Ouais, je l'ai fait jouer, mais il n'est pas bon. Je t'ai dit de le faire jouer. Moi, là, ça m'est arrivé souvent, surtout quand tu es caractériel. Moi, je le suis pas, je suis un gars très calme. Mais comme Claude Julien. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Yannick? Comme pas ça quand tu me coupes, là. Veux-tu que j'en compte quelques-unes? Non, pas le temps, d'autres choses à dire. Fait que là, Claude Julien, il rencontre sa gang, puis il dit à ses assistants, c'est pour ça que je disais toujours à Michel Therrien, il faut que ton assistant soit un chum, qu'il soit toujours derrière toi, pas qu'il veuille ta job. Parce que là, Marc Bergevin va aller voir Dominique Ducharme, il va dire, ouais, Claude, là, moi, je ferais jouer Thompson, toi. Si Dominique Ducharme veut la place à Julien, il va dire, ben moi aussi, t'as raison, boss, c'est ça. Mais ça, c'est tellement comme ça que ça se passe. La discussion est bonne. Mais je pense que Claude Julien a du vécu, de l'expérience. Ça en fait pas trop avec ça. Mais il reste que le grand patron, c'est quand même Marc Bergevin. Mais tous ces gars-là qui donnent des ordres, c'est rare qu'ils sont entraîneurs après. Ouais, ça, t'as raison. Ils cherchent un beau émissaire. Ouais. Je voulais parler des gardiens, mais vas-y avant. Si tu as d'autres questions sur Facebook, entre autres. Il y a plein d'éléments de réponse puis plein de sujets de discussion sur nos pages présentement. Je reviens au développement des jeunes. On en a parlé hier aussi, Gaston, là, mais Nelson sur Facebook, il dit « L'organisation du Canadien veut tellement faire les séries qu'il brime l'apprentissage des jeunes tels Suzuki, Kotkaniemi. C'est supposé être l'avenir de cette équipe-là, mais il y a moins de temps de glace. » Je ne sais pas si on voit ça de cette façon-là. Mais premièrement, Luc, la Ligue nationale, c'est pas une ligue de développement, c'est une ligue de résultats. Pourquoi? Ouais, c'est ça. Pour sauver la job de l'entraîneur, mettre du monde dans les gradins, puis mettre de l'argent dans les poches du propriétaire. C'est une ligue où tu dois gagner. L'autre chose, c'est que tu peux dire, comme Marc Bergevin peut s'asseoir et dire à Claude Julien, bon, ben toi, tu fais jouer Follin, puis tu fais jouer Will, puis tu fais jouer n'importe qui à Armia. Est-ce qu'on fait les séries? Ben, ça va être dur. Si je te dis, fais jouer Fleury, puis je te dis, fais jouer Suzuki, t'éloignes-tu beaucoup des séries? Claude, s'il est honnête, va dire, pas vraiment. Il fallait jouer.
progresse-là. C'est là que Claude le fait dans le moment. Moi, je pense pas que Claude Julien, c'est un gars pour développer des jeunes. Mais là, il regarde la situation, c'est un gars logique, Claude, est super intelligent. Il dit, tu fais jouer Suzuki. Si j'avais un Marner à droite, Suzuki ne jouerait pas là. C'est Marner Gallagher qui serait là. Mais j'en ai pas. Le jeune est bon, je passe pour un dieu, les gens aiment ça. Claude, je pense qu'il est dans le moment, là, moi, j'ai rien à y reprocher pour les jeunes jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que quand il faisait pas jouer Fleury puis Suzuki, c'est que les gars n'étaient pas compétitifs et ils ne suivaient pas le rythme. Quand ils s'aperçoivent qu'ils suivent le rythme, ils lui donnent du temps de glace et chapeau Claude Julien pour ça. Moi, je me rappelle tellement des années, pas récemment, là, parce que l'an passé, ils l'ont fait avec Kotkaniemi, mais je me rappelle tellement des années, dans le temps de Guillaume Latendresse et tout ça, puis que les gens se plaignaient, ils font pas confiance aux jeunes, ils font pas jouer les jeunes. Quand tu es à Montréal, tu n'as pas l'occasion. Tu sais, je me rappelle de François Beauchemin quand il est arrivé dans la Ligue nationale. Ça a pris des lunes avant qu'il joue. Finalement, il a joué à Columbus quand il est parti de l'organisation du Canadien. Là, on peut pas leur reprocher ça. Ils font confiance à des jeunes, ils font jouer des jeunes. Maintenant, il faut être patient, là. Il faut être patient, mais dans le cas de François Beauchemin, celui qui a décidé de dire qu'il ne jouait pas, le fait qu'il a été congédié. Quel imbécile. François a connu une carrière extraordinaire. Oui, mais il y en a des cas comme ça. Dans le cas du Canadien, là, 6, 7, 8 ans, là, on ne pouvait pas imaginer le Canadien en dehors des séries. C'est impossible. On commençait la saison, là, puis rappelez-vous quand Koivu avait dit en début de saison, nous autres, là, on va essayer de faire les séries. Le monde voulait le tuer. Il aurait fallu qu'ils disent, nous autres, au moment où lui était là, on veut gagner la Coupe Stanley. Là, aujourd'hui, on dit, s'il nous donne un bon spectacle, on est content. Hey, ça a-tu changé? Puis le monde qui dit, faites jouer jeune, on va être patient. Quand le Canadien en perd 2 d'affilée, ils sont pas patients. Je regarde les médias sociaux. Tous ceux qui sont patients sont partis se coucher en tabarouette. Ça chiale pas à peu près. Le muscle de la mâchoire développé pour certains, pas à peu près. La patience est liée directement aux 2 points. Exactement. On est patient si vous gagnez. C'est ça. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais tu sais, notre émission comme on jase, c'est un peu ça, nos sujets de discussion. Tu sais, veut dire, à un moment donné, tu sais, c'est la même chose à l'antichambre, tout ça. On analyse des matchs, on regarde les matchs, on discute avec les gens. Mais tu sais, à un moment donné... C'est parce qu'en même temps, là, quand tu es dans un marché comme Montréal au hockey, tu sais, je fais souvent la comparaison avec les Yankees. Tu sais, les Yankees, là, quand ils ont une mauvaise saison, là, c'est pas trop long que ça revole dans l'été, puis ils reviennent. T'as vu cette année, là? Mais pour eux autres, c'est une déception, là. Ils ont perdu. Ils étaient en série, en finale de Ligue, de la Ligue américaine, ils ont perdu. À Montréal, des fois, on dirait qu'on se contente de peu. Oui, mais il reste que Yannick, il y a des années, quand Price était blessé, on avait beau dire on va essayer de faire des séries, mais là, c'était ton joueur concession qui était dehors. C'est pas facile. Moi, je regarde, là, on travaille, nous autres, à RDS, on travaille avec des anciens. C'est Mario Tremblay. Mario, lui, c'est un chialeux diplômé d'une université. Puis quand il arrive en onde, si tu dis quoi que ce soit contre le Canadien, il va te manger. Ben oui, parce qu'il y a ça tatoué dans le cœur. Ils sont super pour le Canadien. Vincent, c'est la même chose. Mais c'est des gars terre à terre. Ils sont capables de dire il n'a pas connu un bon match. Puis c'est ça la force d'être un analyste, de dire ce que tu penses, exprime-le. Ça ne veut pas dire que tu détiens la vérité, mais au moins, tu dis ce que toi, tu penses. Puis là, après ça, ça devient... Tu sais, c'est comme une boule qui tourne, c'est un cercle. Les gens s'en mêlent. Pourquoi tu dis ça? Puis là, tu donnes des explications. Mais quand tu es au quotidien avec le Canadien, là, je pense que c'est pas facile. Parce que quand je regarde Claude Julien, là, à tous les jours que le bon Dieu fait, lui, il sait qu'il a la pression de gagner. Vous allez me dire, il est payé pour ça, puis je suis d'accord. Il le savait. Donc, maintenant, tu dois livrer la marchandise. Là, on veut que les jeunes progressent. Arrange-toi pour les faire progresser dans un contexte où tu vas être compétitif pour au moins essayer de participer aux séries. Et jusqu'à maintenant, je m'excuse, là, mais je pense que Claude a rempli le mandat. Est-ce qu'ils vont faire les séries? Ça va être encore très difficile. Moi, je pense que dans les tranches de 10 matchs qu'on a dit, là, ça fait 8 fois 10, 80, il reste 2 matchs. Il faut que le Canadien puisse aller chercher de 12 à 13 points. 96 points l'année passée, ils n'ont pas fait les séries. Donc, on va se baser là-dessus. Ça t'en prend au moins 97 ou 98. C'est là que ça va être très difficile pour Claude Julien de maintenir une cadence de victoire. Mais dans le premier segment, en tout cas, ils sont près de l'objectif parce que là, ils en ont 10 en un match. Donc, s'ils gagnent contre les Sharks, ça fera 12 en 10 matchs. Puis les Requins, ils jouent ce soir. Ils jouent ce soir, je pense. Oui, à Buffalo. Fait que Thornton, à 54 ans, là, il va peut-être arriver jambes molles, lui, là. C'est bon. Oui, puis surtout contre les Sabres. Les Sabres vont très, très bien. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont à domicile en plus. Ça va être une lourde commande pour les Sharks. C'est d'autres questions du public? C'est pas nécessairement des questions, mais on leur a demandé de réagir par rapport à la question qu'on a posée. C'est
qui est le joueur par excellence du Canadien présentement, là, après 9 matchs. Puis c'est le fun parce qu'il n'y a pas de réponse pareille. Non, mais il doit y avoir beaucoup de Drouin. Oui, il y a quelques Drouin. J'ai pas vu de Price tant que ça, les gars, pour vrai. C'est Price. Moi, c'est Price. C'est Price, Gaston, hein? Pourquoi? Si je te dis, là, Price, depuis le début de la saison, on est tellement habitué à ce qu'il domine. Enlève Price de tous les matchs. Il en a joué 7. Kincaid, il y a 2 défaites, Kincaid associé à lui. Combien de points le Canadien aurait si Price n'avait pas été là, que ça avait été Kincaid ou un autre nom? Moi, je pense que Price inspire ses coéquipiers, puis c'est un joueur intimidant pour l'équipe adverse. Donc, ça fait en sorte que pour moi, les autres ont bien performé. Et j'enlève rien à Petrie, Drouin, ils ont été super. Mais la pierre angulaire du Canadien, c'est le 31. Tu vois, Stéphane, il dit Gallagher, c'est le joueur le plus par excellence depuis le début de la saison. Il ne lâche jamais. Bon, on connaît Gallagher. André Thomas dit pour moi, c'est une très bonne question. Je crois sincèrement que notre grande surprise est Jeff Petrie. Il était inquiet de Drouin avant le début de la saison, mais à date, il l'a impressionné. Puis il dit une mention honorable. C'est bon, j'aime ça. Il dit une mention honorable à Suzuki. Il trouve qu'il s'améliore de match en match. Bon, je ne suis pas le joueur le plus utile, on s'entend. Là, mais Petrie, Gaston, tu dois être... Entièrement d'accord. Petrie, entièrement d'accord. Sauf que Petrie, quand il fait l'erreur, puis qu'il y a un autre gardien de but, là, c'est Kincaid, et l'année passée, c'est Niemi, puis qu'il ne fait pas l'arrêt clé, on dit Petrie, il est pourri, il fait des revirements. Mais là, Petrie fait peut-être moins d'erreurs, ça, je suis d'accord. Mais quand il commet l'erreur, puis que Price fait l'arrêt, on dit Price était bon, puis on parle même pas de l'erreur de Petrie. C'est vrai, c'est vrai. Il les fait bien pareil. C'est correct, il fait partie de l'équipe. Mais c'est vrai que, oui, Suzuki, je suis entièrement d'accord, c'est une belle surprise. Je suis d'accord avec Petrie, Gallagher, je suis d'accord avec Dano. Moi, celui que je veux qu'il m'en donne un petit peu, là, parce qu'on veut tellement gagner, c'est Domi. Comme je l'ai dit, on dirait qu'il a mangé de l'ail et il ne l'a pas digéré. Oui, mais tu vois, puis c'est correct, là, puis c'est une opinion qui se respecte, mais tu sais, tout le monde réagisse à ça, ces commentaires-là, puis ils disent il y a quand même 9 points, puis il n'y a pas d'allié. Oui. Fait qu'il produit offensivement quand même. C'est un élément positif qui est ressorti sur nos pages. Dans son cas, moi, je ne suis pas trop inquiète, Domi, parce que c'est un vrai, ça, c'est un guerrier. C'est un gars qui oui, mais ça moi, dans le ce que sang. je trouve, c'est qu'il est moins rapide sur la rondelle. Il est moins, je te dirais, je le vois un peu moins que l'année passée. Moi, l'année passée, ce gars-là m'a ébloui. Oui, mais il venait d'arriver. Non, mais il venait d'arriver, Gaston, à Montréal. Il était sur je vais prendre le terme anglophone, sur une vibe. Là. Il surfait sur la vague d'amour de tout le monde. Là, cette année, c'est sa 2e année. Il est plus installé. Il était très impliqué cet été à Montréal également. Moi, il m'inquiète pas trop. Mais t'as raison, il devrait peut-être en donner un peu plus, mais il m'inquiète quand même pas trop dans le cas de Domi. C'est pas sa production qui m'inquiète, c'est son implication. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, à part lui, Gallagher, qui ont toujours reliné dans la bande. Je me dis, on en demande toujours plus à ceux qui t'en donnent plus. Puis c'est là que je vois que Domi, puis c'est vrai ce que tu as dit, Luc, la personne qui a écrit, il n'a pas joué avec des alliés très offensifs. C'est pour ça que pour moi, là, Drouin devrait être à sa gauche, puis Suzuki. Parce que Suzuki, pour moi, c'est un marqueur. C'est un petit gars qui a beaucoup de finesse en lui, une bonne vision. Je pense que Domi sera plus à l'aise avec des joueurs rapides, mais surtout très... Parce que Domi n'a pas besoin de se faire protéger. Lui, quand ça fait pas, là, il est comme son père, il distribue, il claque sa gueule, pas à peu près. Fait que ça, c'est parfait. T'as juste à le prendre avant d'embarquer sa glace, puis d'y brasser le chignon un peu, là, ça va l'allumer, puis là, tu le lâches là sur la glace dans le jeu. Si j'étais Kurt Muller, là, quand il vient pour embarquer sa glace, je lui donnerais un bon coup de pied derrière. Il viendrait en rage noir, puis les autres, ils payeraient. Une petite claque dans le chignon en arrière de la tête, là, comme on vient dans, c'est ça. Là, le gars, il embarque, il est enragé. Une claque à l'André Roy, ça passait mal. Ouais, moi, j'avais pas cette claque-là, je peux te le dire. André qui va être avec nous un peu plus tard. Donc là, le Canadien, l'entraînement est terminé. Par la suite, demain, il y a un autre entraînement en prévision du match de jeudi contre les Sharks. Et là, samedi, ça va être un gros test aussi contre les Leafs. Ça ne sera pas un match facile parce que Toronto n'a pas non plus un début de saison incroyable. Hier, ils ont perdu contre Columbus. Donc, eux ne veulent pas échapper des matchs contre Montréal non plus. Donc, pour le Canadien, c'est quand même il y a juste 2 matchs, mais c'est une grosse semaine. Oui, c'est une grosse semaine, mais je pense que Claude prend les matchs au jour le jour, là, les charges, puis il va s'occuper des charges. Moi, Toronto, là, c'est une machine à fabriquer des buts. Mais c'est loin d'être une machine à arrêter la rondelle ou être impliqué défensivement. Parce que tout ce beau monde-là, Austin Matthews, Tavares, Marner, Nylander, Kapanen, eux autres, c'est important de mettre des points sur une feuille pour se vendre, pour devenir des gens qui vont gagner beaucoup de millions. Donc, défensivement, pas certains qui sont tellement intéressés. Puis Babcock, il y a moins la main heureuse, il y a moins la main sévère contre ces jeunes-là. J'ai peur qu'ils développent des joueurs là avec,
On dit des fois d'une femme être un peu princesse parce qu'on veut la gâter. Mais les gâter, ces jeunes-là, là, ils restent encore 10-12 ans dans la Ligue nationale, tous des jeunes. Il faut faire attention avec ça. Puis ça, là, on m'a dit, bien franchement, Yannick, je m'en fous comme dans l'an 40, c'est Toronto, je veux rien savoir de ça. Bon, ben c'est correct, parce que notre prochain collaborateur, Pierre Lebrun, lui, suit les livres d'un peu plus près. Il est à Toronto, à TSN. On va en parler avec Pierre. Hey, Gaston, c'était bien le fun d'avoir ce petit temps-là ensemble, une petite demi-heure pour parler de hockey. C'est toujours un plaisir, mon chum. Merci, mes deux petits lapins. Salut. Salut, Gaston. Salut, Gaston. Bye. Gaston Tarier, analyste hockey ici à RDS, que l'on voit régulièrement à Entre deux matchs au 5-7, Hockey 360 et à l'Antichambre, évidemment, collaborateur à On Jase. Oui, on est toujours sur Facebook Live. On va mettre fin à ce Facebook Live dans quelques instants, mais je vais lire quelques commentaires. Je vous invite immédiatement, parce que Pierre Lebrun va être avec nous, tu viens de le mentionner, sur rds.ca. Donc, faites le transfert juste avant. J'ai vu le nom de Yoel Armia sur nos pages, dont Facebook. C'est Marilyn, je pense qu'il écrivait ça un petit peu plus tôt, puis quelques auditeurs qui avait aussi. Un bon début de saison. Qui avait un impact sur le début de la saison. Il était présent. Il y a 3 buts. Puis, tu sais, à un moment donné, puis je lisais les commentaires, puis, tu sais, Armia, dans son cas, c'est une question d'attente aussi. Mm-hmm. Avais-tu des attentes envers Yoel Armia? Pas du tout. Pas du tout. 3 buts, quelques buts clés. On ramasse, c'est du bonus, ça. Ben c'est ça, c'est du bonus. C'est du bonus trouvé à terre. C'est peut-être à ce moment-là que les gens font l'exercice puis ils font OK, ben il y a un impact dans le match. Puis mais là, il est blessé. Là, il est blessé. Je me rappelle, puis on avait discuté en jase avec Martin. Tu sais, Armia, l'année passée, quand il avait été blessé, le Canadien avait un petit peu régressé à un certain moment. Je ne dis pas que c'est pas lui. Non, mais il y a peut-être un impact plus grand qu'on pense vraiment ou que l'on voit vraiment. Il n'est pas rapide, là, on s'entend, mais il a des bonnes mains. Je pense que ses coéquipiers adorent jouer avec lui. Puis merci aux auditeurs qui ont suggéré son nom en faisant une mention spéciale honorable vers Armia. Bonne idée. On remercie les gens qui nous ont suivis sur Facebook Live depuis le début de l'émission. Et on vous rappelle d'aller maintenant vous connecter sur le rds.ca puisqu'il nous reste encore une bonne trentaine de minutes ensemble. Pierre Lebrun sera avec nous dans quelques instants. Également, mon collègue André Roy, co-animateur de Hors-jeu 2.0, puisque ce soir, c'est le retour de Hors-jeu 2.0 avec une toute nouvelle saison, la 6e. On va parler avec André. On parlait de hockey un peu avec André aussi. C'est toujours le fun. Les gens l'oublient des fois parce qu'il fait le clown et il s'amuse. Mais il a joué dans la Ligue nationale pendant 10 ans puis il a gagné la Coupe Stanley quand même. Puis moi, j'aime ça d'avoir des discussions de hockey avec lui parce que c'est un gars qui suit le match puis qui le voit différemment un peu que nous, on le voit comme simple partisan ou amateur ou journaliste. Lui, il l'a joué. Et comme il dit tout le temps, j'ai joué dans le show, donc il peut en parler. Puis il a raison. Absolument. Il a raison, exactement. Donc, merci aux gens de Facebook Live. On se retrouve sur rds.ca. Alors, on va maintenant se tourner du côté de Toronto pour aller retrouver notre collaborateur à TSN, Pierre Lebrun, qui est là. Salut, Pierre. Salut. Comment ça va? En pleine forme. Et toi, mon cher Pierre, ça va bien? Oui, monsieur. Ça va absolument bien. Au lendemain de cette défaite des Leafs à Toronto. Mais je ne veux pas trop te parler des Leafs au début. Je vais te parler des Sharks un petit peu. Pas des Sharks, mais des Blue Jackets qui, hier, ont remporté une victoire en prolongation face aux Leafs. Mais quand même, ils ont un bon début de saison. On ne s'attendait pas nécessairement à ça, Pierre, du côté des Blue Jackets. On disait, ça va être difficile. Ils ont perdu leur gros nom. Puis finalement, on se retrouve là après 10 matchs de jouer avec quand même un dossier assez intéressant. Est-ce que tu es surpris, toi, Pierre, du début de saison de Columbus? Un peu, je pense. Écoute, quand tu perds un gardien de la trempe de Bobrovsky, tu perds un joueur offensif comme Panarin, ça va faire mal. Mais justement, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Jarmo Kekäläinen, le directeur gérant, hier, pour une entrevue qu'on a publiée sur l'Athletic aujourd'hui. Alors, c'était très intéressant d'entendre ses commentaires, finalement, dans le sens que c'était un peu un cercle l'année passée à l'entour des Blue Jackets. Tu sais, comme Kekäläinen m'a dit hier, tu sais, il y avait des réunions d'équipe, des réunions, on parlait toujours des, tu sais, ils ont tout fait pour pas ignorer qu'est-ce qui se passait avec l'avenir de Bobrovsky et Panarin. Ils ont tout fait pour dire, on en parle, on va en parler directement. Mais à la fin de la journée, ça a été une saison mouvementée. C'était très émotionnel. C'était difficile à gérer pour l'organisation de perdre ces deux joueurs-là pour rien. Et cette année, c'est très tranquille à l'entour du vestiaire, à l'entour de l'organisation. On n'entend rien. C'est le calme. Et des fois, ça, même juste ça, même si tu perds du talent,
le fait qu'il y a un effet comme stabilisant en entour de l'organisation, des fois, ça peut vraiment aider la chimie de l'équipe. Moi, c'est vraiment ça que j'ai ressenti hier dans le vestiaire des Blue Jackets à Toronto. Un groupe de joueurs qui peuvent respirer cette année, pas devoir demander de répondre des questions toute la saison sur l'avenir de leurs deux meilleurs joueurs. Tu sais. Moins de distractions. C'est ça. Fait que je pense que c'est vraiment ça qu'on voit. Puis comme quelqu'un m'a dit hier, quand même, le noyau de l'équipe, Pierre-Luc Dubois, Nick Foligno, Atkinson, Seth Jones, on aime beaucoup notre noyau à Columbus. Puis lui, Jarmo Kekalainen, n'avait pas peur, lui, que tout à coup, l'équipe serait une équipe de dernière place parce qu'on a perdu 2 joueurs. Il croyait vraiment dans le noyau de l'équipe. Et puis, écoute, jusqu'à temps, il a raison. Puis il y a un entraîneur d'expérience aussi qui en a vu d'autres du côté de Columbus. Tortorella, c'est pas une recrue, c'est quelqu'un qui connaît le tabac un peu. Donc lui a sûrement pris cette situation-là puis l'a tourné d'une façon à ce que ça devienne positif puis les résultats sont là. Oui, justement. Écoute, c'est un des meilleurs trucs dans l'histoire de la Ligue, évidemment, dans l'histoire du sport. C'est de dire à ton groupe de joueurs que tout le monde nous prenne pour manquer les séries. Alors on va aller prouver aux gens on est meilleur que ça. C'est un des vieux trucs. Puis, écoute, ça marche. C'est naturel. Ouais, ça marche. C'est naturel. Le Canadien l'a fait l'un an aussi. Là. Oui, tout à fait. C'est le fun comme joueur de vouloir prouver les gens qui n'ont pas raison. Puis surtout quand tu n'as pas de pression de faire des séries. Mais c'est quand que tout à coup, les gens ils pensent que tu peux gagner la coupe, là, c'est une différente pression. Pierre, on surveille, j'en parlais avec Gaston il y a quelques instants. Bon, évidemment, les Sharks s'amènent à Montréal jeudi, mais on commence à regarder du coin de l'œil un peu le match de samedi contre les Maple Leafs. Y a-t-il des nouvelles? Comment ça se passe là, ces temps-ci du côté de Toronto dans l'environnement des Leafs? Ben écoute, je te dirais que moi, après que j'ai parlé avec Jarmo hier, j'ai voyagé à Buffalo pour aller passer du temps avec quelques joueurs des Sharks pour un texte qui va sortir demain. Je peux pas en dire plus que ça, mon ami, mais je te dirais de faire sûr de lire mon texte parce que j'ai eu bien du fun avec les 2 joueurs que je me suis entretenu avec hier soir à Buffalo des Sharks. En tout cas, alors, je ne sais pas au match hier des Leafs, mais ce que je peux te dire, par exemple, c'est que ça va être intéressant ce soir. Je pense que c'est Hutchinson qui est dans le filet à Boston pour les Leafs. Oui. Puis, ça va pas trop bien pour Hutchinson comme deuxième gardien des Leafs depuis le début de la saison. On sait que le Canadien l'a battu 6-5. Hutchinson qui a perdu la semaine passée à Washington 4-3. Alors, les commentaires de Babcock après la défaite à Washington qui n'étaient pas trop positifs pour Michael Hutchinson. Alors, depuis que les Leafs ont perdu Curtis McElhinney au balotage au mois d'octobre dernier, il y a à peu près 12 mois, la job de deuxième gardien est difficile à Toronto. On sait que Garrett Sparks n'a pas fait la job l'année passée. C'est vrai. Et puis là, c'est la chance de Hutchinson. Puis si ça va mal encore ce soir, ça va être intéressant de voir ce qui se passe avec ça. Écoute, c'est semblable à Montréal, d'ailleurs. Hein? Kincaid, il doit gagner la confiance de Claude Julien pour qu'on puisse essayer de jouer Carey Price moins que 66 matchs cette saison. Alors, c'est la même chose à Toronto de Freddie Anderson qui, on veut le jouer moins cette année, mais ça prend un deuxième gardien qui est capable de gagner des matchs. Oui, c'est ça. Ça en prend un qui fait le travail. Pierre, je veux te parler un peu. Tu me disais que tu étais à Buffalo, tu es allé rencontrer les Sharks, mais de façon générale, des surprises dans la Ligue nationale. En tout cas, pour moi, c'est une surprise de voir les Sabres installés là, de voir les Oilers. C'est des équipes qui ont du talent, mais quand même, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Les Sabres et les Oilers, quel début de saison, là, tant du côté de Buffalo que du côté d'Edmonton? Oui, je suis encore plus surpris, moi, des Oilers que des Sabres. Parce que je pense que les Sabres, quand même, nous ont donné des indices l'année passée quand ils ont gagné 10 matchs d'affilée qu'il y avait quand même du potentiel là. Et après l'embauche de Ralph Krueger, moi, j'ai été pas mal... Moi, j'adore Ralph Krueger. J'ai fait un gros texte sur lui durant le camp d'entraînement. C'est un de mes gars favoris. Dans mes 25 ans d'avoir couru la Ligue nationale, c'est un de mes gars favoris. Il est tellement intéressant, tellement inspirant. Comme entraîneur-chef, comme personne, comme être humain. Seulement, tu parles une demi-heure avec Ralph Krueger, puis tu vas aller tout faire après ça. C'est tellement... non, c'est ça l'effet qu'il y a, ce gars-là.
C'est drôle. J'étais convaincu, moi, que ça aurait été une embauche très positive, même que c'était un peu un risque de Jason Botterill, qui, évidemment, ça n'a pas fonctionné la première fois qu'il a embauché un entraîneur-chef à Phil Housley. Alors, il y avait de la pression sur le directeur gérant des Sabres de ne pas se tromper deux fois. De ne pas se tromper 2 fois, c'est ça. Alors, je donne beaucoup de crédit à Botterill parce que c'est sûr qu'il y avait des choix un peu plus avec moins de risques des gars qu'on connaît. Mais il a été chercher un entraîneur-chef qui n'avait pas été entraîneur-chef de la Ligue nationale en 7 ans depuis son congédiement de Edmonton. Mais on l'a vu quand même avec la Coupe du monde de hockey là, en 2016 avec l'Europe. Ouais. Mais écoute, je pense que ça a été une embauche extraordinaire. Je peux te dire que quand je parle aux joueurs des Sabres, ils veulent tout faire déjà pour Ralph Kruger. Puis d'ailleurs, c'est important parce qu'il y a un joueur avec les Sabres, un de leurs meilleurs joueurs, qui, franchement, il a peut-être pas fait une demande d'échange, mais il a communiqué aux Sabres après la saison passée qu'il serait prêt à se faire échanger. C'est Rasmus Ristolainen, un de leurs meilleurs défenseurs. Mais là, depuis le début de la saison, l'effet Kruger, il a été cité la semaine passée, Ristolainen, avec les journalistes à Buffalo, pour dire « C'est le meilleur entraîneur de ma carrière. » Wow. Hey, ça fait 8 matchs, là. Il est tombé en amour vite. Il est tombé en amour vite. Puis, écoute, je suis très content pour Ralph Kruger, encore une fois. Là, j'espère que vous allez avoir la chance de le croiser cette année parce que c'est un gars tellement intéressant. Et puis, écoute, du côté des Oilers, c'est plus surprenant pour moi parce que vraiment, moi, je vois des trous dans cette équipe-là. Mais l'effet des Tippett, encore une fois, on va commencer avec l'entraîneur-chef parce que si tu te rappelles de son temps avec les Coyotes en Arizona, quand on avait des problèmes de propriétaires, des problèmes d'argent, toutes sortes d'affaires qui se passaient durant son temps en Arizona, puis des Coyotes qui se prenaient souvent. Parce que Dave Tippett, il y a la façon de maximiser le talent qu'il a. Oui, puis les joueurs encore une fois, ça se passe. Les joueurs l'aiment. Hein? Moi, il y a des gars qui ont été dirigés par Dave Tippett qui encore aujourd'hui disent que c'est parmi les meilleurs entraîneurs qu'ils ont eu dans leur carrière, qui a été marquant. Tu sais, Éric Bélanger en a parlé beaucoup aussi, entre autres, là, à l'émission. Lui, il n'a jure que par Dave Tippett. Donc, à quelque part, il est fidèle à sa réputation. Là. Absolument. Et écoute, ces équipes, traditionnellement, deviennent meilleures défensivement, premièrement. Ça, c'est numéro 1 avec Dave Tippett dans sa carrière, c'est de s'améliorer défensivement. Puis écoute, tu regardes les Oilers l'année passée, c'était une des pires équipes en désavantage numérique. Sais-tu où ils sont ce matin dans la Ligue nationale sur le désavantage numérique? 3e dans la Ligue nationale. Wow. 90,3 ça, c'est du Dave Tippett, big time. C'est ça qu'il fait avec ses équipes. Puis écoute, c'est spécial. Écoute, est-ce que les Oilers vont être de même toute la saison? Non, je pense qu'ils vont quand même revenir à terre de quelque façon. Mais les points dans le classement, c'est des points dans le classement. T'as pas besoin t'es gardes ces 15 points-là dans le classement. Exactement. Quand ils sont là, c'est fait, c'est réglé. Oui, c'est ça. Fait que, écoute, ça va être intéressant. Évidemment, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de profondeur. Puis si les blessures commencent, je pense que ça va leur faire très mal. Mais écoute, ils sont dans le mix présentement. Pierre, il nous reste 2 minutes. À l'inverse, je veux te parler de 2 équipes. Je veux t'entendre me commenter un peu 2 équipes qui ont des débuts de saison difficiles. Les Stars de Dallas, quoi qu'ils ont gagné hier contre Ottawa, et surtout le Wild du Minnesota, là, qui, eux, malgré leur victoire contre le Canadien... Là. Oui, c'est ça. C'est une victoire désespérée dimanche pour le Wild. Ça aurait été toute une victoire du Canadien, je pense, parce que je pense que les joueurs du Wild, après les commentaires de Jason Zucker et d'autres vétérans, c'était comme leur Coupe Stanley dimanche. Et puis, ça a tout pris quand même de battre le Canadien qui jouait 2 matchs d'affilée quand même. Écoute, le Wild du Minnesota, on va commencer avec eux autres. Je me suis entretenu avec Bill Guérin, le directeur gérant, la semaine passée. Je t'en cache pas. Ça va prendre beaucoup de patience de son côté. Il veut pas rentrer là-dedans, surtout comme c'est la première fois qu'il est directeur général dans la Ligue. Il est tout d'affaires dans un mois. Là. Ça va prendre de la patience, selon lui. Il veut se rendre compte de ce qu'il y a, non seulement avec ses joueurs, mais même avec toute l'organisation. Lui, il n'a pas encore ramené personne avec lui au Minnesota. Souvent, quand on a des directeurs gérants, ils viennent toujours tout de suite avec des dépisteurs ou des adjoints, tu sais. Lui, il n'a pas encore fait ça. Je pense qu'il veut prendre la saison pour tout reconnaître ce qui se passe alentour de lui. C'est sûr qu'il va faire des changements,
Mais c'est une équipe qui a tellement besoin de l'aide. C'est une vieille équipe avec des mauvais contrats, puis ils n'ont pas grand-chose qui s'en vient dans l'américaine non plus. Fait qu'il y a beaucoup de travail qui attend Bill Guérin, puis j'ai confiance dans ses moyens d'ailleurs. Mais ça va être difficile. C'est sûr qu'on se demande sur l'avenir de Bruce Boudreau. J'en ai parlé à 360 la semaine passée, à RDS. Bill Guérin qui m'a dit qu'il va être patient sur ce côté-là aussi. Il veut apprendre à connaître Bruce Boudreau. Il ne connaissait pas du tout avant d'être nommé directeur général au mois d'août. Mais il risque que la réalité, c'est que Bruce Boudreau, à la fin de la saison, son contrat d'entraîneur est terminé. Il y a encore 2 ans sur son contrat en général comme conseiller. Mais comme entraîneur, son salaire d'entraîneur est terminé après la saison. Fait que ça va quand même porter une décision d'une façon ou l'autre de Bill Guérin. Oui, exact. Soit qu'il ramène comme entraîneur ou non. Alors, on verra ce qui arrive à la fin de l'année. Mais j'ai mentionné ça en anglais sur Twitter vendredi, puis ça a fait jaser pas mal chez les partisans du Wild. Mais la réalité avec le Wild, c'est que la meilleure chose qui pourrait leur arriver, c'est de finir 31e. Ils n'ont jamais été capables, ça fait longtemps que cette organisation-là n'a pas été capable d'aller repêcher dans les 3 premiers choix. C'est une équipe qui faisait toujours les séries avec Chuck Fletcher ou sinon à 2 ou 3 points des séries. T'sais. C'est pas mal dans la même région qu'on a été dans le classement au Minnesota pendant plusieurs années. Puis qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que tu n'es pas capable de repêcher des joueurs qui peuvent vraiment changer la formation. Alors, le Wild ne vont jamais admettre ça, mais sacrément, moi, je pense en privé, il n'y a aucun doute, selon moi, que la meilleure chose pour eux autres, puis ils savent, c'est que ça c'est Lafrenière ou un autre joueur qui est classé dans le premier 3 ou 4, ça changerait l'organisation. C'est ça qu'ils ont besoin. Pierre, tu connais nos auditeurs, tu es habitué avec On Jase, puis les gens, évidemment, sont friands de transactions et de rumeurs et ces choses-là. Tu as parlé rapidement des Sharks tantôt. On vient de déflorer le sujet avec le Wild du Minnesota, les Stars de Dallas. S'il y a des équipes comme ça qui connaissent pas vraiment de succès là, à court terme, moyen, long terme, est-ce que tu penses qu'il va y avoir du mouvement dans ces équipes-là? Je te dis que c'est tranquille. Hein? J'ai parlé à peu près avec 7 ou 8 équipes ce matin parce qu'on a notre émission Insider Trading ce soir sur TSN. Fait qu'évidemment, on fait toujours les appels. Puis je peux te dire que c'est tranquille. C'est intéressant. Il y a un directeur général qui m'a dit ce matin, sais-tu, le fait que les Blues de Saint-Louis ont passé de dernier dans le classement, le 1er janvier, ils vont gagner la Coupe. Lui, à ce directeur général-là, ça lui donne un peu de réflexion, de dire... Peut-être qu'il faut être encore plus patient qu'on l'est traditionnellement quand tu vois ça, parce que c'est bien beau d'avoir de la misère au mois d'octobre, au mois de novembre, mais est-ce que ça veut dire nécessairement que l'équipe ne peut pas se relever? Alors, il va y avoir des changements. Écoute, les Pingouins ont trop de défenseurs. Jim Rutherford veut encore échanger un défenseur, j'en suis sûr. Les Jets, éventuellement, il faut qu'ils aident leur ligne bleue. Il va y avoir quand même... les équipes vont transiger, mais je dois te dire que présentement, c'est très tranquille pour mes équipes. Pierre, un gros merci. On doit se laisser à ce moment-ci. Très intéressant, encore une fois, pour toutes ces nouvelles à travers la Ligue nationale de hockey. On te lit, évidemment, et on te suit du côté de RDS, mais du côté de TSN également. Merci, Pierre. Merci beaucoup. Salut, les gars. Bye-bye. Bonne soirée. Plusieurs matchs ce soir dans la Ligue nationale de hockey. Toronto est à Boston. Il y a San Jose qui est du côté de Buffalo. Ça, on va surveiller ça parce que les Sharks, ça vient à Montréal jeudi. Pittsburgh est en Floride. Arizona face aux Rangers. Vancouver est à Détroit. Anaheim est à Nashville. On parlait du Wild. Le Wild reçoit les Oilers. Ça, d'après moi, ça va être... ça ne sera pas trop dur sur Minnesota? Oui, sur Minnesota. Okay. Mais même à ça, je vais mettre un petit 2 sur les Oilers. Il y a les Kings qui affrontent les Jets à Winnipeg. Vegas est à Chicago. Et finalement, Washington du côté de Calgary. Ça, c'est le menu de la soirée dans la Ligue nationale de hockey. Beaucoup de matchs. Le Canadien va disputer son prochain match jeudi au Centre Bell face aux Sharks de San Jose. Ben, je savais qu'en parlant de rumeurs de transactions, il y a des commentaires qui entreraient. Puis je pense qu'on va établir la communication là, avec André Roy bientôt. Laurent dit combien ça nous coûterait pour avoir Ryan Suter. Je pense qu'il y a des... Tu sais, que tu te promènes un peu sur Twitter puis tu fouilles un peu des rumeurs de transactions. Tu sais, c'est sûr, c'est un peu la question que vous avez posée à Pierre. Mais là, Ryan Suter, il gagne combien? Il reste combien d'années à son contrat? Tu sais, Vlasic, la semaine passée, là, son nom est sorti. On en a parlé, là, mais c'est 7 millions Vlasic jusqu'en 25-26. Non, tu peux pas embarquer là-dedans. À Montréal. À moins que les Sharks prennent beaucoup de salaire. Puis je pense qu'il y a une clause de non-mouvement quelque part. Là, tu peux pas. Je vais aller voir Ryan Suter. Parce que là, c'est beau, là. Là. Mais dans 3 ans, là,
Là, on va avoir Weber qui gagne une fortune. Oui. On va avoir, mettons, Vlasic ou Sauter, peu importe. Oui. C'est parce qu'on va être pris avec ces contrats-là aussi. Là. Puis les gars, ils ne rajeunissent pas non plus. Moi, je pense pas que c'est des gars comme ça qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher des gars peut-être établis, mais un peu plus jeunes. Le prix va être beaucoup plus élevé, je pense, pour faire ce genre de transaction-là. Mais à un moment donné, il faut être deux pour danser le tango. Fait que, si tu veux faire un move, c'est là. Assurément. Puis juste répondre à la question, Ryan Suter, c'est presque le même salaire que Vlasic. C'est 500 000 de plus, c'est 7,5, un petit peu plus. Là. Puis à quel âge? Et il a 34, puis son contrat il termine en 24-25. C'est longtemps. Tu peux pas embarquer là-dedans. C'est long, longtemps. Tu peux pas embarquer là-dedans. Un qui aimerait sûrement encore jouer dans la Ligue nationale, 7,5 millions par année, c'est mon chum André Roy qui a eu une belle carrière dans la Ligue nationale, évidemment co-animateur d'Hors-jeu 2.0, qui est là au bout du fil également ce soir. C'est le retour en ondes, donc première de cette 6e saison. Mais là, on le retrouve avec nous au bout du fil. Attachez votre ceinture parce que d'habitude, il est en forme. Moi, je m'en vais. Salut André, comment ça va? Hey, salut Yann, comment ça va? Ben, ça va bien, toi? T'es avec T-Luc? Ben oui. T-Luc est là, T-Luc est là. Salut mon Luc. Salut, comment ça va André? Ça va bien, vous autres? Ben ouais. 7,5, ma jeune dessus, j'en parle souvent à Yannick, je m'ennuie tellement des payes, moi pas de la game, mais des payes. C'est tellement le bon temps, c'est bol. Ben oui. Ça a changé un peu, mais toi, 7,5. Aller dans pas long, tu vas animer le hockey aussi du Canadien, tu vas prendre la place à Pierre-Route. Peut-être. Non, je pense pas. Je pense pas. Ben écoute, je suis là en remplacement de Martin Lemay aujourd'hui. Martin qui ne peut pas être à l'émission. Donc, pour moi, c'est un plaisir. Écoute, quand on me demande de faire des choses comme ça, j'adore ça, moi, faire ça, c'est le fun. Oui, puis quand Yannick a dit, hey, on pourrait amener André à On Jase, puis nous autres, André, on fait des montages des meilleurs moments de la semaine, puis on essaie de trouver des affaires drôles, fait que t'as beaucoup de pression aujourd'hui. Faut t'en lâcher une. Mais déjà, t'en as lâché une pas pire. T'ennuies pas de la game, mais de la paye. Hey, André, je disais tantôt en ouverture d'émission, je vais te parler de hockey un petit peu, là, mais avant, je veux qu'on parle de hors-jeu. C'est le retour ce soir en ondes, 6e saison déjà, qu'on anime cette émission-là ensemble. C'est une belle aventure qui a commencé, en fait, il y a 7 ans, parce que la première année, on faisait des capsules à l'antichambre, rappelle-toi. Ça fait 7 ans qu'on est sur la route. C'est presque une carrière dans la Ligue nationale qu'on vit ensemble à la télé. Es-tu heureux de voir ça, que ça reprend, puis que c'est reparti, puis les tournages sont recommencés, là? Ouais, non, je suis super heureux. Écoute, on a du plaisir, puis on a beaucoup de bons commentaires. Là, autant toi que moi, là, on s'en parle souvent. Je te lâche des appels. Là, Yann, je viens de sortir du Costco. T'aurais dû écouter le bonhomme. Non, mais tu sais, c'est le fun de voir ça partout. Ce qu'on se promène, les gens me demandent souvent, ça revient-tu? C'est quand ça repart? J'aime assez ça. J'ai converti ma femme qui écoutait juste Les Feux de l'amour. À cette heure, elle écoute hors-jeu. Elle n'aimait pas le sport. À cette heure, elle triple là-dessus. Fait que, tu sais, c'est le fun d'entendre ça. C'est vrai qu'entre Les Feux de l'amour et le style hors-jeu, il y a un monde de différence. Oui, ça, c'est sûr. Mais, tu vois, c'est du monde, genre, non, mais j'ai eu ça souvent que, genre, tu sais, des messieurs ou ça. Ouais, moi, ma femme, là, jamais regarde le sport, elle aime pas ça. Là, elle t'a découvert, puis elle regarde l'émission avec toi, Yannick, puis elle adore ça, elle n'en manque plus une. C'est drôle d'entendre ça. C'est le fun. C'est un public large, hein, autant les 7 à 77 ans. Vraiment, on va chercher les gens, peu importe l'âge, et beaucoup en famille qui regardent cette émission. J'imagine quand vous allez tourner en Floride, mettons chez Jonathan Huberdeau, c'est un peu désagréable aussi, là, la température. C'est ça. On y va jamais au mois de septembre ou octobre. Ça, hein? On y va toujours plus janvier, février. Winnipeg, c'est placé, on fait ça plutôt en saison ou en fin de saison. C'est sûr. Tu devrais voir notre studio, André. J'étais un peu jaloux pareil. C'est un peu différent. C'est sûr que, écoute, c'est quand même le fun. Contrairement au souvent, le monde pense qu'on, quand on est en Floride, là, on tourne de 10 à 11, puis de midi à 7 heures, on est à la plage. Mais c'est des bonnes journées remplies. C'est pas tout à fait comme ça. On essaie d'amener le meilleur possible au public comme show. C'est un beau vote de confiance encore de Dom Vanelli, Charles Perrault, puis toute la gang RDS qui nous confie cette émission-là année après année. Puis on essaie de faire les meilleures émissions qu'on peut jusqu'à présent. Mais comme j'ai dit plus tôt, là, on a des beaux commentaires, puis on s'amuse également.
On a une belle photo de toi, d'ailleurs, en ce moment, là, sur la diffusion. On s'amuse avec toi également. Ça te fait bien, les lunettes et les gros sourcils. Ouais. Je t'invite à aller voir ça, André. Écoute, André, ce soir, c'est à 19h sur RDS et les invités sont Maxime Talbot et Pascal Dupuis. Puis, honnêtement, manquez pas ça parce que on en mange toute une. Il y a un défi qui nous a été proposé par Maxime, puis on a fait un match de paintball. On dit de quoi? J'avais hâte que ça finisse. Moi, je me protégeais en arrière d'Yannick pour le tournage. C'est Yannick ça. qui absorbait toutes les balles. Il en a absorbé quelques-unes, effectivement. Non, André... c'est sûr qu'on a eu du plaisir. Écoute, c'est sûr que... On connaît tout hors-jeu, comment c'est tout le temps un côté plus sérieux. Donc, on a parlé à Max un peu de sa carrière, son passage en Russie, puis après, on s'amuse. C'est là que l'action commence parce qu'il se joint à nous également. Fait que, comme tu dis, écoute, ça part fort. Je pense qu'on va s'amuser. J'espère que le monde va aimer ça. André, je peux pas te laisser sans te garder un petit 2 minutes pour que tu nous parles du début de saison du Canadien. Tu suis ça, tu regardes les matchs. T'es d'abord et avant tout un grand partisan du sport qu'est le hockey. Tu as joué dans la Ligue nationale. Tu sais ce que c'est les débuts de saison. Souvent, quand c'est plus difficile ou quand ça va bien, le Canadien relativement a quand même un début de saison satisfaisant. Tu vois ça comment, toi? Ben écoute, attends pour prendre. Tu dis que je suis un partisan anti-sport. Moi, j'aime ça. J'ai été de jouer, je regarde juste le lingerie football. Je regarde juste ça. À part... okay. Écoute, le Canadien... Je te vois écouter ça avec tes filles, ouais. Écoute, le Canadien, sérieux, bon début de saison. On savait qu'il y a beaucoup de gens qui étaient un petit peu... tu sais, peut-être pas inquiets, mais se demandaient à... quelle sorte de saison le Canadien allait nous réserver, quel début de saison, parce que l'an passé, ils ont vraiment surpris, je pense, dans le monde du hockey. Fait que cette année de répéter, c'est sûr que la barre est haute. Oui, ils n'ont pas fait les séries, mais je pense qu'ils ont accompli de belles choses l'année passée, puis c'est de continuer à se lancer là. Jusqu'à présent, écoute, on peut pas dire, c'est quand même un bon début de saison, ils sont quand même en bonne position. C'est encore très serré le classement, mais il faut continuer à jouer un rythme là, pour aller chercher des points. C'est de valeur au Minnesota, mais comme en fin de semaine, c'est sûr beaucoup de gens parlaient que le Canadien allait venir avec 2 points, mais ils pensaient pas que ça serait comme ça s'est déroulé. Mais écoute, ils ont été chercher quand même 2 points, puis il y a des matchs, ça va être comme ça, mais je pense que, écoute, il reste encore beaucoup de hockey, puis l'équipe semble s'amuser puis jouer quand même avec confiance. André, il manque un défenseur gaucher là, à 7,5 millions. Là. Non, ça ne tente pas? On va y aller, moi, à 700 000. On va faire le ménage. Moi, des Sherwood en arrière des épaules puis en arrière des mollets. Je n'ai pas un maudit qui va être dans en avant de Price. Alors, André, qui est très en forme ce soir, on surveille ça. Ouais. Retour en ondes de Hors-jeu 2.0 à compter de 19h, c'est présenté sur RDS. André, c'est toujours un plaisir, c'était bien le fun. Merci les gars, merci pour ce moment. Écoute, c'est toujours le fun, puis là, je sais pas votre bon travail. Écoute, la Canadienne, ça va se faire. Si ils ont besoin d'un défenseur gaucher, ils vont en trouver un. Espérons que ce ne sera pas ses waivers, là, mais 7e, mais écoute, pour améliorer l'équipe, je suis pas inquiète, Bergevin va faire un mot 20 matins. Je sais que ça va te faire sourire. Je sais que ça va te faire sourire, André, avant que tu quittes. Là, il y a des commentaires d'auditeurs, puis il y a quelqu'un qui se rappelle quand elle avait fait semblant de ne pas savoir patiner dans la présentation du Lightning là, pour la Coupe en 2004, un classique. Hey, ça, là, il dit c'est la chose. Sérieux, là. Ouais, vas-y. Les gars, écoute, c'est sur YouTube, là, puis je pense que c'était le 10e anniversaire de la Coupe Stanley. Oui, en 2014. On était quoi, peut-être une douzaine. Pas tous les gars étaient là, mais on passe la journée ensemble. Évidemment, on a joué au golf un peu dans le matin. On continue, on a pris une coupe de bière et tout. On arrive à l'aréna, on était un peu en forme. Là, les gars, il y en a 2 3 qui me challengeaient à faire de quoi en embarquant. Fait que là, j'étais là, OK, je vais embarquer, je vais faire mon Beer League skate, là, un peu comme je sais plus comment patiner, là, c'est ce que j'ai fait.
Mais après, ce que ça a créé comme réaction sur Twitter, puis même le monde, tous ceux qui me connaissent, t'es malade! Oui, mais André, dans les estrades là-bas, il y a la foule, t'as même entendu. Moi, j'étais dans la salle des nouvelles ici à RDS ce soir-là, je travaillais, puis ça a fait comme oh! Tout le monde se demandait si t'avais pas un accident. Y a-tu un accident? Y a-tu une jambe de bois? C'est quoi? Il est allé? C'est-tu pris d'un piège à ours? C'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, comme. Il y a des gars qui arrêtent, qui sont plus capables de patiner, mais moi, je suis un naturel. Ça n'arrivera jamais. Moi, patiner jusqu'à 109 ans. T'avais fait une vidéo ensuite pour expliquer puis raconter aux gens que finalement, c'était une blague. Là. Ben oui, c'est ça. La semaine d'après, moi, je suis une musique de garage, puis j'ai dit que ça a tellement causé une forte réaction qu'écoute, je demandais à un gars, filme-moi, je vais juste prendre des laps, mon patiner, montrer que je suis encore capable. C'est ce que j'ai fait, puis je l'ai posté. Puis après, le monde, ah là là, I was wondering what happened. C'est le monde, c'est tout. Hey, André, merci beaucoup. C'était bien le fun. Un gros merci, mon chum. Merci à vous autres. Là, salut, les boys, on se revoit bientôt. Salut. Ce soir, 19h, hors-jeu 2.0. Ne pas manquer sur RDS. Luc, je m'en voudrais de terminer l'émission d'aujourd'hui sans quand même faire quelques petits rappels parce que c'est une grosse journée, même si le Canadien ne joue pas. Il y a beaucoup de matchs dans la Ligue nationale, j'en ai parlé tantôt, mais c'est une grosse journée dans le monde du sport également. C'est le début de la Série mondiale au baseball ce soir. Match numéro 1 entre les Nationals de Washington et les Astros à Houston. Le match débutera à 20h08. C'est dès 19h30 sur les ondes de RDS ce soir. Go Astros? Non, moi, j'aimerais ça, les Nationals, gang. Ah ouais? OK. Ben là, on va créer un débat, là. Ah, ben, j'aimerais ça, moi. Ouais, OK. Je suis pas nostalgique parce que c'est anciens expos, mais... Une chose est sûre, ça va être d'excellents duels de lanceurs. Non, ça c'est puis on a tout un ce soir, le Max Scherzer contre Garrett Cole. Oui, c'est ça. Demain, c'est Verlander. Oui, ça va être une belle série mondiale. Moi, j'aimerais ça que... Je déteste pas les Astros, mais j'aimerais ça que les Nationals l'emportent. Alain Usereau, Matt Griffin sont sur place, d'ailleurs, pour couvrir la série. Donc, c'est dès 19h30 ce soir. Match numéro 1 de la série mondiale. Et début de la saison dans la NBA, au basketball, ce soir, grosse soirée. RDS 2, hein, c'est ça? RDS 2 à 22h30, on présente le duel de la côte ouest entre les Lakers de Los Angeles et les Clippers de Los Angeles. C'est un affrontement LeBron face à Kawhi Leonard. Ça va être incroyable. Ça va être deux équipes qui vont être dominantes cette saison, surtout dans l'association de l'Ouest de la NBA. C'est à 22h30, RDS 2. Mais à 20h également, il y a un match. C'est le début de la saison des Raptors de Toronto. Ça serait intéressant de surveiller les Raptors. Il y aura la cérémonie, la bannière et tout ça des champions qui ont tout remporté l'an passé du côté de Toronto. Face aux Pélicans de la Nouvelle-Orléans, qui malheureusement seront privés de leur premier choix au repêchage, Zion Williamson, qui est blessé, donc il ne jouera pas le match de ce soir. Plein de choses. Écoutez, c'était une émission très remplie. Tu aimais ça? Hey, j'adore. Moi, tu m'appelles quand tu veux. Ouais, c'est le fun. Moi, j'aime ça. Je viens de recevoir un texto de Martin qui dit « Je vous écoute, les gars ». Ben, on le salue. Martin qui sera là demain, qui sera de retour à son poste habituel. Absolument. Mais Martin, quand tu prends une petite journée de congé, ça me fait plaisir de venir te remplacer. J'ai du fun avec Luc, avec nos collaborateurs. C'était très agréable. Je veux remercier nos collaborateurs invités aujourd'hui. Gaston Terrien, Pierre Lebrun et André Roy qui étaient là. Toute l'équipe technique également en régie. Luc qui a fait tout un travail à mes côtés encore une fois. Merci, Yannick. C'est le fun que tu sois là. Tu viendras. Tu m'invites quand tu veux. Puis Martin aussi, là, je m'adresse. Non, on n'est pas loin. Moi, je suis juste dans le bureau en haut. Martin Lemay, je m'adresse à toi aussi. Là. Quand tu veux que je vienne jaser avec toi, tu me le dis, puis je vais venir jaser. Il m'appelle une fois par année. Bon. On dirait qu'il ne veut pas me voir. OK, non, mais vous croisez sûrement quelque part. Là. Je fais des farces. Tu le croises, vous jasez d'hockey 10 minutes, on pourrait filmer ça puis rendre ça disponible. Mais c'est jamais 10 minutes quand on se passe, qu'on jase, ça passe des longues discussions. Bref, Martin sera là, de retour à son poste demain. Yannick Lévesque qui vous dit un gros merci au nom de Luc Dansereau de toute l'équipe d'On Jase. Et je vous dis à la prochaine.